Alors, bonjour Kadra, elle est là, je la vois. Oui, Euh, je suis là. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, Kadra, vous êtes gériatre, Oui, consultante permanente au GRIEPS et responsable de l'offre de formation donc, concernant les personnes âgées. absolument. Donc, bonjour à tous. Merci J'ai laissé Marie-Frédéric mon plateau, mais je le descendrai. pour cette introduction. Euh, Aujourd'hui, l'objet de notre webinaire, c'est les outils visuels dans l'accompagnement de la personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc, avant de commencer, je vous laisserai alors juste 2 minutes puisque la présentation ne veut pas fonctionner. Hein, les aléas du direct. Alors, partager écran. Hop, hop. Et ça repart. Donc, je commencerai par vous présenter Martine et Odette qui parlent de notre webinaire, hein, et elle parle d'outils visuels. Donc, généralement, quand on parle d'outils visuels pour les personnes âgées, ils pensent tout de suite au port des lunettes, ce qui est pas tout à fait faux. Alors, de quoi parlons-nous? Donc, on parle de l'accompagnement visuel, on parle de repères visuels, on parle d'outils visuels. Au-delà d'être des outils, c'est des supports, c'est des repères pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Avec l'évolution des troubles cognitifs et essentiellement par atteinte de la mémoire épisodique, les personnes âgées seront désorientées dans le temps et dans l'espace. Et plus la maladie évoluera, plus les troubles mnésiques seront envahissants, avec leur impact sur la qualité de vie âgée, sur les activités de la vie quotidienne, sans oublier également l'impact que cela peut avoir sur l'entourage. Alors, quand on parle entourage, on va parler des aidants familiaux, mais aussi des aidants professionnels. On va partir sur quelques notions simples au départ, le temps et l'espace. Donc l'espace et le temps sont des organisateurs du corps et du psychisme. Ils vont donner un cadre de référence à nos sensations, à nos perceptions, à nos mouvements et à nos gestes. D'ailleurs, sur Galliano et associés, ils définissaient un petit peu ces repères et ils disent que pour percevoir, comprendre, mémoriser, agir, penser, communiquer, nous nous référons à des données spatiales et temporelles. La personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer mélange les espaces et les différents temps qui ont marqué sa vie. C'est pourquoi elle peut vous dire qu'elle doit rentrer chez elle car sa maman l'attend à la maison, ou elle va vous dire qu'elle doit aller prendre le bus pour aller à l'école. Donc, dans certains cas, les pensées semblent se télescoper et les souvenirs vont se mélanger. Je pense que pour tout un chacun, ceux qui font en tous les cas l'accompagnement de cette population, c'est des choses qui arrivent fréquemment. J'attends mon mari qui va venir me chercher alors que l'époux est décédé, par exemple. Donc, la désorientation dans l'espace va évoluer par palier. Au début, la personne, elle va rester orientée dans l'espace, c'est-à-dire qu'elle sait où elle est. Elle connaît les repères spatiaux, mais ne parvient plus à utiliser ces repères pour se déplacer ou pour s'orienter. Puis, elle finit par ne plus être orientée du tout. Donc, cette désorientation qui apparaît dès le départ de la maladie d'Alzheimer va être d'abord fluctuante. On sait se repérer, on connaît la date, et plus on avancera et on évoluera dans la maladie, et plus cette désorientation temporospatiale va se préciser de plus en plus. Et bien sûr, celle-ci, je ne vous apprends rien, cette désorientation peut être source d'angoisse et d'anxiété. Et voire dans les cas les plus avancés, être aussi source de troubles psychocomportementaux. Ça peut être de la déambulation, je ne sais plus où je suis, je ne sais plus où je veux aller, je ne connais plus les repères, et ben je déambule. L'agitation, l'agressivité, voire même des états d'apathie et de dépression. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette désorientation temporospatiale qui va générer des troubles psychocomportementaux va rendre encore plus difficile
et l'accompagnement et le maintien à domicile, mais également en EHPAD. Alors, en fait, on va se reposer sur certains concepts, certaines méthodes, comme par exemple le concept de l'automne. Alors, juste pour rappel, l'automne, c'est lui qui a créé la fiche IADL. Vous savez, la fiche d'évaluation instrumentale pour les activités de la vie quotidienne qu'on utilise fréquemment en gériatrie et en gérontologie. Cela nous permet de voir où la personne en est dans son autonomie ou dans sa dépendance. Donc, l'automne, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que plus la personne elle est atteinte, plus elle est sensible aux déficiences de son environnement, parce que moins adaptable. Et il nous explique aussi qu'un aménagement adapté peut produire une amélioration considérable dans le comportement d'une personne ayant des habilités amoindries. Ce concept-là, c'est le concept d'environnement prothétique. Alors, ce qu'il faut retenir dans ce concept, c'est le mot prothétique, ça veut dire prothèse. Et le but d'une prothèse, c'est d'être fonctionnel. Donc, c'est d'avoir une fonction qui peut nous aider à améliorer un déficit. Dans ce cas-là, chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, ça sera l'environnement qui deviendra une prothèse et c'est un environnement, bien sûr, aménagé. Donc, un aménagement d'un environnement va pallier à certaines déficiences et produire une amélioration du comportement d'une personne souffrant de déficit cognitif. Et c'est exactement ce qu'on attendrait d'une prothèse. En fait, ces outils visuels vont venir jalonner un petit peu le quotidien de la personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et elle viendra jalonner à différents moments pour différentes activités. Alors, à quel moment introduire les outils visuels? Alors, l'idéal, bien sûr, pour introduire ces méthodes, ces outils, ces repères, ces concepts, c'est de pouvoir les mettre en place dès les premiers signes de la maladie d'Alzheimer, dès qu'il y a un diagnostic, donc au stade léger aussi des troubles mnésiques, afin d'en imprégner la personne. Plus vous les mettrez en place tôt, et plus la personne va s'en saisir dans sa vie quotidienne, pour la routine, pour la réorientation ou même pour certains troubles psychocomportementaux. Donc, pour les utiliser, en fait, on va s'appuyer sur la mémoire procédurale. Donc, la mémoire procédurale, celle-ci même qui permet l'acquisition de compétences et de savoir-faire. Et il faut savoir que sa préservation, donc la préservation de cette mémoire procédurale dans la maladie d'Alzheimer, a été largement documentée. Donc, l'acquisition de compétences et de savoir-faire, de nouvelles choses, est toujours possible avec les patients qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Alors, au stade un peu plus sévère, c'est une question qui est récurrente. Bien souvent me dit, oui, c'est bien beau, quand on a un stade léger à modéré, on peut toujours mettre en place des choses, mais quand on est au stade sévère, modérément sévère à sévère, que fait-on? Alors, il y a une méthode qui est utilisée depuis un certain moment, pas beaucoup en France, en tous les cas sur la littérature, elle n'est pas beaucoup utilisée en France, beaucoup aux États-Unis et chez nos amis britanniques, mais très peu en France, alors que c'est une méthode qui a fait largement ses preuves. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées sur cette thématique. C'est la récupération espacée. Alors, c'est quoi cette récupération espacée? En fait, c'est une méthode de réhabilitation cognitive. Au début, elle a été développée fin des années 70, début des années 80 par Landauer et Bjork. Mais elle a été développée pour des personnes qui avaient des atteintes cérébrales focales. Qui veut dire, c'est quoi ces atteintes cérébrales focales? C'est des lésions intracrâniennes post-traumatiques, comme par exemple l'hématome extradural ou l'hématome sous-dural, qui sont accompagnés bien sûr de troubles de la mémoire.
Et ensuite, vers les années fin 80, début 90, le professeur Camp et associés ont développé cette méthode pour les patients qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est quoi cette méthode consiste en quoi? Cette méthode consiste à la mémorisation d'une information ciblée. Comment vous allez la mettre en place? Vous allez donner une information à mémoriser. Et là aussi, il faudra être pertinent dans le choix de cette information. Quelle est l'information qui me pose problème avec mon parent, mon patient, mon résident? Quelle est l'information qui me pose problème? Est-ce que c'est le fait, par exemple, qu'ils ne reconnaissent plus cette personne? Est-ce que c'est le fait qu'elle ne sache plus où sont ses lunettes, où est la porte d'entrée? Enfin, c'est à vous d'en déterminer l'objectif. Donc, vous allez donner une information à mémoriser au patient qui doit la répéter immédiatement. Donc, vous donnez l'information, la personne la répète juste après vous. Ensuite, on lui demande de la restituer dans un délai très court. Généralement, on commence à 30 secondes. Et si le patient le rappelle correctement, après ce premier délai, il doit la restituer à nouveau après un délai un peu plus long, par exemple 60 secondes. Et de la même manière, le délai est alors progressivement augmenté à chaque réponse correcte. Alors, en moyenne, ce qu'on propose, c'est 1 à 2 séances par semaine. Et il faudrait appliquer cette méthode-là dans la situation dans laquelle vous voulez l'utiliser. Comme ça, il y aura une plus forte validité, une plus forte fonctionnalité sémantique et une plus forte validité écologique pour la personne avec laquelle vous travaillez. Alors, généralement, la durée de la séance, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est entre 20 minutes et 1 heure. En fait, tout dépendra des capacités préservées de la personne que vous avez en face. Et quand est-ce qu'on peut estimer qu'on a eu que cette méthode a marché avec cette personne-là? C'est au bout de 3 séances consécutives avec un rappel efficace. En fait, cette méthode, elle va se baser sur ce qu'on appelle l'apprentissage sans erreur, ce qui permettra de diminuer aussi les frustrations. Ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'on peut la faire dans n'importe quel endroit, pendant des activités, pendant une balade. Donc, il ne faudra pas dédier un moment juste pour ça. Donc, on peut le faire pendant les activités de la vie quotidienne. Et cette méthode est aussi adaptée pour les aidants familiaux. Donc, ce n'est pas juste les aidants professionnels qui peuvent se saisir de cette méthode pour l'encodage et la mémorisation, mais les aidants familiaux peuvent s'en saisir également pour faire mémoriser une information à leurs parents. Au-delà de la maladie d'Alzheimer, je tenais juste à dire un petit mot, ces outils visuels sont également adaptés aux troubles amnésiques, par exemple après un AVC ou après un traumatisme crânien. Alors, de quoi parlons-nous quand on parle des outils? On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors, les outils visuels, nous pouvons les utiliser soit dans le sens de la réorientation temporo-spatiale, et pour cela, on va utiliser beaucoup d'outils. On a les chemins lumineux, les horloges nictémérales, les éphémérides, la signalétique et les couleurs. Dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, on peut utiliser des sets de table, un service de table, des pictogrammes et des plannings. Et au final, ce qui est aussi intéressant avec ces outils visuels, c'est que ça peut être aussi un moyen d'apaiser les troubles psychocomportementaux, et ce, en utilisant des albums photos ou des albums personnalisés. Donc, on va les voir progressivement au fil de cette présentation. Alors, le concept de base, en fait, pour introduire ces outils visuels, c'est ce qu'on appelle le double encodage de Meyer. Donc, en fait, on va utiliser ces outils visuels en nous basant sur la mémoire sensorielle. Visuelle, en premier lieu, donc c'est la thématique, avec l'appui de la boucle phonologique, donc avec l'appui de l'information de nature auditive. Donc, on alliera et
le visuel, mais aussi l'auditif. Donc, on sait que c'est plus efficace d'amener quelqu'un à utiliser d'une manière complémentaire la mémoire auditive et la mémoire visuelle. Il y a un effet positif conjoint entre le traitement parallèle de la mémoire visuelle et le traitement séquentiel de la mémoire auditive. Quand on doit réaliser une tâche ou lors de l'intégration, par exemple, d'une connaissance, d'une information en mémoire à long terme. Alors, les principes d'utilisation des outils visuels. Il y a certains principes de base à respecter pour réussir la mise en place de notre outil visuel. Alors, premier principe, c'est une information à la fois. Il est primordial de choisir son objectif et la fonctionnalité dans la vie de la personne âgée. Donc, une fois que vous avez déterminé votre objectif, pourquoi je vais mettre en place mon outil visuel, il faudra introduire cet outil visuel une information à la fois. Par exemple, pour un planning d'intervention de professionnels, on met un professionnel à la fois. Par exemple, on avait à domicile une personne âgée qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer et elle avait son intervenante qui arrivait vers 10 heures à peu près chez elle. Mais cette dame-là, à partir du moment où elle se réveillait, elle n'arrêtait pas d'appeler son intervenante. Où vous êtes? Je vous attends. À quelle heure vous venez? Alors que cette intervenante intervient tous les jours à la même heure. Mais bien sûr, la désorientation temporospatiale faisant, la personne oubliait l'heure, même si on avait écrit sur un calepin, elle vient à 10 heures. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cette information, on a pris notre objectif et on a mis une horloge analogique avec la photo de l'intervenante à l'horaire dit. Donc, en fait, on a fait de l'encodage, on a travaillé avec cette personne-là sur la visibilité de cette horloge, sur le repérage de l'horaire, et ça a permis à l'intervenante de travailler plus sereinement avec cette personne âgée. Donc, notre objectif, c'était de déterminer l'heure d'intervention et de familiariser la personne à cet outil et de le mettre en place conjointement avec la personne âgée et l'intervenant. Donc, une information à la fois. Il faut savoir que si vous voulez mettre en place plein d'informations en même temps, ce qui va en découler, c'est une surcharge cognitive et peut-être même des troubles psychocomportementaux. Alors, le choix du visuel est très important. Il est même, je dirais, pour la réussite de votre mise en place, il est vital. Là, par exemple, il y a l'intervenante, une infirmière, et on a mis 3 visuels. Donc, le visuel de gauche, très stylisé. Pour nous, c'est tout de suite compréhensif, mais pour une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, avec des troubles de la reconnaissance, donc de la gnosie, elle aura du mal. La photo de droite n'est pas parlante pour elle. Elle pourrait dire que c'est une infirmière, mais est-ce que c'est son infirmière? Elle ne pourrait pas le dire. Par contre, la photo du milieu, donc la photo numéro 2, est plus parlante, plus représentative, avec un support adapté et une photo parlante, claire pour la personne qui est atteinte. Donc, le choix du visuel est très important. Plus votre visuel est représentatif, plus il parlera à la personne. Les pictogrammes. Alors, les pictogrammes peuvent être utilisés sur plusieurs modalités. Alors, déjà, l'identification des objets, parfois aussi l'identification des lieux, l'emplacement des objets, par exemple, où est-ce qu'on met les assiettes, où est-ce qu'on met la télécommande, où est-ce qu'on met les couverts, les verres, etc. Alors, pour les pictogrammes, il y aura aussi certaines choses à respecter, certains principes d'utilisation. Le support et la base de vos pictogrammes doit être stimulant. Ça veut dire qu'il doit attirer le regard de la personne âgée. Alors, ce qui est recommandé généralement, on va le revoir aussi dans la signalétique, c'est l'orange, le jaune ou le rouge, avec des photos
comme on l'a vu avec l'infirmière, des photos les plus représentatives possibles. Donc, ce n'est pas la peine de mettre des dessins. On ne pourra pas s'identifier à ces dessins. Alors, ce que je conseille dans la mesure du possible, bien sûr, surtout si c'est à domicile, c'est de prendre en photo les objets de la personne elle-même. Alors, côté budget, c'est 2 fois rien. C'est une plastifieuse et quelques scratchs et prendre des photos des objets de la personne à domicile, qu'elle reconnaisse son environnement et qu'elle puisse s'en appréhender. Autre principe également, il y a la taille du support. Donc, on est bien d'accord, on travaille avec des personnes âgées qui ont des troubles mnésiques, de l'agnosie, des déficits cognitifs, mais on est aussi en présence de personnes âgées, donc avec éventuellement des déficits visuels. Plus votre pictogramme, votre support est grand, avec un contraste élevé, et plus il attira le regard de la personne âgée. Vous voyez par exemple le pictogramme 7 cm sur 7, pour une personne âgée, elle le voit comme ça, c'est un peu flou, on ne voit pas vraiment les contours, et plus c'est grand, avec un contraste élevé, plus c'est intéressant pour la personne âgée. Plus elle s'en saisira et plus elle appréhendera cet outil. Alors, autre outil qu'on peut utiliser aussi, c'est le séquençage. Alors, le séquençage, on peut en faire plein. On peut en faire pour les différents processus de la vie de tous les jours, dans les tâches courantes. On peut faire des séquençages pour l'habillage, on peut faire des séquençages pour la toilette, des séquençages pour le lavage des mains, pour le lavage des dents. Donc, on peut faire beaucoup de séquençages. Et sur le même principe, si vous voulez introduire un séquençage auprès d'une personne âgée, ça sera une étape à la fois, une information à la fois, avec répétition de l'étape jusqu'à encodage. Je vous le rappelle, trop d'informations tue l'information. Donc, en fait, trop d'informations, ça équivaut à une surcharge cognitive pour cette population. Je vous donne un exemple. Alors, sur cette image, vous avez tout ce qu'il ne faut pas faire chez une personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer. Les couleurs sont trop ternes, les images sont trop stylisées, il y a trop d'informations à la fois. Vous savez que les personnes âgées souffrent d'agnosie, donc le trouble de la reconnaissance, et la personne âgée, face à un séquençage comme celui-ci, ne peut pas s'identifier au picto. C'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait? Dans quel sens je veux prendre la chose? Est-ce que je commence par la droite? Est-ce que je commence par la gauche? Est-ce que je commence par le A, le haut, le bas? En fait, c'est normalement fait pour aider, mais au final, la personne sera perdue, elle sera anxieuse parce qu'elle ne sait pas comment l'utiliser et, de facto, trouble du comportement. Je vous donne un exemple d'un séquençage beaucoup plus adapté. Donc, vous avez un visuel adapté avec un fléchage du séquençage et les différentes étapes avec un support contrasté qui va attirer le regard de la personne âgée. Alors, c'est pareil, je le répète, c'est une information à la fois. Vous allez travailler une étape à la fois. Et c'est pareil, on va le faire quand on va travailler cette étape-là, on va le faire dans l'environnement adapté, qui veut dire que vous avez repéré les mains sales de la personne. OK, on va travailler sur le repérage des mains sales. Vous allez le faire dans la salle de bain, à côté du lavabo, pour que ça ait une signification écologique, si vous voulez, environnementale pour la personne âgée et qu'elle puisse se saisir de ce séquençage dans un endroit adapté. Donc, travailler une information à la fois avec un fléchage adapté, des pictos adaptés et surtout un contraste adapté. Donc, c'est un visuel qui sera plus explicite, plus parlant pour la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. On va parler aussi de signalétique. Alors, pour que vous ayez une signalétique réussie, il y a 4 grands principes qui sont orienter, diriger, informer et identifier.
Donc, si vous voulez créer votre signalétique, il y a des principes simples aussi à suivre. On va commencer par le principe de base, quand on doit écrire quelque chose. En tous les cas, quand la capacité de lire est maintenue, on est bien d'accord, c'est le choix de la police de caractère. Donc, le choix doit être sans empattement, sans sérif. Donc, par exemple, Arial, Helvetica, Univers, etc. Il faut que l'écriture ait une apparence nette, sans fioriture, avec des lignes droites et nettes. C'est ce qu'on appelle les lettres bâtons. Donc, ça permettra d'attirer le regard de la personne. La lecture se fera simplement. Donc, ce n'est pas en script. Hein. Par exemple, le Bradley, c'est du script et ça parlera moins à la personne âgée. Donc, c'est un concept que peu de personnes mettent en pratique en tous les cas sur les lieux de vie. Pensez à la police de caractère. Deuxième principe pour une signalétique réussie avec une personne âgée, c'est le contraste. Ça, c'est très important. En fait, il faut qu'il y ait un contraste minimum de 70% entre l'objet de la signalétique et son environnement ou support. Et il en sera de même entre le texte informatif et son support. Là, je vous ai donné des exemples. Par exemple, vous avez l'exemple de gauche. Donc, c'est très joli, c'est très design. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans les structures médico-sociales d'accueil de personnes âgées. Donc, quelque chose de joli, d'agréable à regarder. Mais si vous accueillez dans votre structure des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, cette signalétique n'aura aucun effet sur leur orientation dans l'espace parce que ça ne veut pas attirer leur regard, leur attention. Après, je vous ai donné aussi d'autres modèles. Le deuxième qui est plus conforme et le troisième qui est encore plus parlant en mettant et le mot et l'image de l'endroit, par exemple, que vous voulez signaler. Il en est de même, par exemple, pour le fléchage. Si vous voulez que votre fléchage soit réussi, vous allez mettre une flèche noire sur fond jaune. Donc, le contraste permet en fait d'attirer le regard, d'attirer l'attention et de se saisir de cette signalétique à bon escient. Autre principe également, mais je pense que là, vous serez tout à fait d'accord avec moi, c'est l'air visuel. On peut remarquer dans certaines structures que la signalétique est mise à un point un peu élevé. Donc, en fait, les personnes qui sont entre 1,30 m et 1,50 m ne vont pas avoir accès à cette signalétique. Pourquoi? Parce qu'elle est en dehors de leur champ visuel. Donc, pour avoir aussi une signalétique réussie, pensez à la hauteur de votre signalétique. Il faut qu'elle soit dans l'aire visuel de la personne qui s'en saisit. Les chemins lumineux. Alors, les chemins lumineux permettent non seulement de baliser un parcours, donc en cas par exemple de personnes âgées déambulantes, mais aussi ça va permettre de baliser des espaces, de délimiter des espaces, de permettre à la personne de connaître la fin d'un espace. Ah, là s'arrête la salle à manger, là s'arrête le couloir, là s'arrête ma salle de bain, par exemple. Et ça va permettre aussi de se repérer dans la maison ou dans la structure dans laquelle elle vit. Ça va permettre aussi de baliser, par exemple, les escaliers et aussi d'éviter les chutes. Alors ça, c'est valable que ce soit pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou non. Donc, le fait de se lever la nuit, par exemple, pour aller aux toilettes et d'avoir ce balisage au sol ou au niveau des escaliers permettra d'éviter les chutes essentiellement la nuit. Les horloges nictémérales. Alors, on le sait tous, plus la maladie va évoluer, plus on aura une inversion du rythme nictéméral, qui veut dire qu'on va avoir une inversion du cycle veille-sommeil. Donc, elles auront plus tendance à déambuler la nuit ou à être réveillées la nuit et elles auront plus tendance à dormir la journée. Donc, ces horloges nictémérales permettent une réorientation dans le temps et vont délimiter les périodes nocturnes et les périodes diurnes.
Ce qui est intéressant avec ces horloges, c'est qu'elles sont modulables. Ça veut dire que vous pouvez régler la période nocturne, vous pouvez la réduire par exemple l'été et l'augmenter pendant les périodes hivernales où les nuits sont beaucoup plus longues. Donc, ça va permettre à la personne de savoir qu'on est la journée, qu'il faut faire des activités, qu'il faut se lever, qu'il faut s'habiller, etc. Donc, ces horloges-là permettent de rythmer un petit peu le quotidien de la personne âgée en délimitant précisément les périodes de jour et les périodes de nuit. Les éphémérides. Alors moi, j'aime bien les éphémérides. On en trouve dans les structures médico-sociales, mais généralement, on trouve ces éphémérides dans les salles communes, donc dans la salle à manger ou les salles d'animation. Et l'idée, en fait, c'est de les retrouver dans toutes les chambres des personnes âgées, bien sûr atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais aussi pour les autres. Ça permet une réorientation temporo-spatiale. Je vous donne un exemple très personnel. Ma grand-mère, 96 ans, avec toutes ses capacités cognitives, quand je lui demande la date, elle me dit, tu sais, moi je suis à la retraite depuis 20 ans, c'est tous les jours dimanche pour moi. Donc en fait, on peut effectivement aussi mettre ces éphémérides dans toutes les chambres. Alors, l'intérêt, bien sûr, pour les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, c'est la réorientation dans le temps, mais pas que. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, déjà, ça permet d'avoir l'heure, la date, la saison, la météo, et bien sûr, on peut y ajouter les activités du jour, les événements, le saint du jour également, ils aiment bien. Et par contre, il faudra que ce soit participatif, c'est-à-dire que le changement de date, ce n'est pas le parent qui va le faire, ce n'est pas l'aidant professionnel qui va le faire, c'est la personne âgée qui va changer la date. Madame Brun, on est quelle date? On est le mercredi 9, on est le mercredi 9 octobre. Demain, on sera le combien? Quelle est la météo? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait soleil? Est-ce qu'il y a des nuages? Est-ce qu'il pleut? Et cela va vous permettre aussi, le fait que la personne définisse, par exemple, la météo du jour, d'éviter des comportements comme, par exemple, des personnes âgées qui vont mettre 3 vestes alors qu'il fait 30 degrés à l'extérieur. En fait, ça permet d'utiliser un petit peu la méthode de validation de façon détournée. On est le mercredi 9 octobre, quelle est la saison? Comment il fait aujourd'hui? Quel temps il fait aujourd'hui? Si la personne nous dit qu'il fait beau, eh ben, on va plutôt adapter notre tenue vestimentaire selon cette météo-là. Alors ça, c'est un éphéméride très complet, mais au niveau des chambres, vous pouvez aussi utiliser des éphémérides un peu plus adaptés comme celui-là. Alors, au-delà de faire participer la personne âgée, il faudra aussi penser à l'emplacement de ces éphémérides. Bien souvent, quand j'interviens, on me dit « Ah, mais on en a un !» Sauf qu'il est dans le couloir au fond à droite, là où la personne âgée n'a jamais accès. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Il faut respecter les mêmes principes pour les éphémérides. Il faut que ça soit dans l'air visuel et à hauteur de la personne âgée. Sinon, ça ne servira à rien. Les plannings, alors aussi, ça c'est très intéressant dans la réorientation dans le temps. Soit on peut utiliser ce genre d'horloge nictémérale, vous avez déjà des activités qui sont aimantées, on va placer sur les horaires progressivement, mais aussi vous pouvez vous faire votre planning de façon très simple, donc c'est des pictos qu'on va mettre sur un support adapté, bien sûr tout en respectant le contraste. Il y a même des plannings vocaux. En fait, vous allez mettre les pictos et vous pouvez enregistrer votre voix. Là, dans ce sens, la domotique est en train de se développer de plus en plus. Par contre, il y a un principe aussi simple pour utiliser les plannings, c'est-à-dire que vous allez faire votre planning, petit-déj, sortie, balade, déjeuner, etc. Une petite sieste, pourquoi pas. Mais il faudra, à chaque fois que vous allez effectuer une activité, il faudra enlever le picto qui dit que voilà, on a pris notre petit déjeuner, c'est bien, hop, on enlève le picto, on le met de côté. Parce que n'oublions pas que cette population-là a des troubles de la mémoire et elle va oublier qu'elle a pris son petit déjeuner.
elle revient sur son planning parce que vous avez très bien fait votre travail. Du coup, elle y revient pour savoir ce qu'elle va faire et elle va voir qu'il y a le petit déjeuner. Elle va revenir vers vous et vous dire « Ah, mais moi, je n'ai pas pris mon petit déjeuner. » Mais vous allez lui dire « Mais si, vous avez pris votre petit déjeuner. » Elle vous dit « Non, regardez, il est sur le planning. » Donc, en fait, c'est des principes tout simples, hein, c'est des principes très basiques, mais il faut y penser. Donc, on a notre planning, on a nos activités du jour. À chaque fois qu'une activité a été effectuée, hop, on enlève le picto et on le met de côté. Alors, pour les sets de table, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, ça permet de maintenir l'autonomie de la personne âgée. Ça permet aussi parfois de restaurer certaines activités. Ça part du principe un petit peu de la méthode Montessori. Donc, c'est apprends-moi à faire tout seul. Donc, la personne peut se réautonomiser un petit peu, se remettre aux activités de la vie quotidienne, mais bien sûr avec des outils visuels. Comme par exemple, là, les sets de table. Donc, on va prendre une grande feuille, on va mettre l'assiette, le verre, la fourchette, les couverts. Et c'est la personne qui dressera la table. Par contre, ça me tient aussi beaucoup à cœur. Dans cette maladie-là, on sait qu'il y a une évolution. C'est une maladie évolutive. Et du coup, l'agnosie va se faire de plus en plus importante. Et en fait, c'est à nous, professionnels ou aidants familiaux, à nous adapter à cette évolution. Vous allez voir que l'agnosie se fera de plus en plus importante plus on avancera. Et dans les stades très sévères, la personne âgée ne saura plus utiliser les couverts, ni fourchette, ni cuillère, etc. Donc, à vous de vous adapter. Vous voulez continuer à préserver son autonomie et à stimuler ses capacités préservées, eh ben, il faudra enlever les couverts, puisque pour elle, ça n'aura plus aucune signification sémantique. C'est quoi un couvert? C'est quoi une fourchette? Qu'est-ce que je dois faire avec? Donc, on enlèvera les couverts et vous passerez essentiellement au fingers food, donc au manger-main, pour éviter la dénutrition de cette personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer. On a aussi, alors ça, moi je trouve que c'est génial et c'est très intéressant et on peut l'utiliser souvent quand on a une personne âgée qui souffre de la maladie d'Alzheimer et qui ne veut plus s'alimenter parce que voilà, je suis en face de mon assiette, qu'est-ce que je dois faire? Ça ne me dit rien. Donc, en fait, l'utilisation d'un service de table au contraste élevé de couleurs et de luminosité va constituer un contraste visuel au cours des repas. Donc, c'est exactement le même principe que les pictos. On va mettre un set de table super flashy en jaune et antidérapant si c'est possible. Et on va utiliser un couvert et une vaisselle de couleur rouge, ce qui va stimuler la personne âgée et l'inciter à manger. Donc maintenant, de plus en plus, quand vous allez rechercher des sets de table adaptés aux personnes âgées qui sont atteintes de cette maladie, vous allez les trouver en rouge flashy, mais vraiment flashy, parce que on a remarqué que c'était le rouge qui allait stimuler le regard et stimuler l'attention et stimuler aussi l'appétit de la personne âgée. Donc, pensez-y, pensez au service de table. On ne peut pas parler d'outils visuels si on ne parle pas de couleurs, parce que c'est un peu le principe du visuel, c'est la couleur. Donc, en fait, on va utiliser des codes couleurs de façon optimale que si elles soutiennent sémantiquement la signification ou la fonction. Ça veut dire que vous allez utiliser des couleurs flashy, des couleurs avec un contraste assez élevé, pour déterminer une fonction ou un lieu, par exemple. Là, je vous ai donné quelques exemples de couleurs assez flashy. Par exemple, on va choisir… Alors ça, c'est basé d'une étude. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien lors du replay. En fait, il y a une étude qui a été faite, plusieurs études même, et qui ont montré que ces couleurs-là étaient plus… elles s'approchaient plus dans le sens du lieu pour les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, le bleu, c'était pour la chambre à coucher, le vert pour la salle de bain, le rose, rouge, fluo, c'est pour la salle à manger et le jaune pour la cuisine. Donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est un apprentissage
avec un code couleur, avec un contraste élevé pour une signification ou une fonction. Mais n'oublions pas aussi que ces personnes-là peuvent se troubler très facilement. Elles rencontrent parfois des problèmes de sommeil, comme on l'a dit tout à l'heure, et elles peuvent s'agiter aussi rapidement. Alors, il faudra limiter l'utilisation de ces couleurs vives et des contrastes un peu violents aux objets, aux meubles ou aux espaces qui sont liés à des actions ou à des fonctions, comme je vous l'ai montré par exemple avec les portes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il faudra utiliser des couleurs dites psychologiquement calmes et claires pour les murs et le plafond. Par exemple, dans la chambre à coucher ou dans l'air de... Ce qui va améliorer aussi le fonctionnement du code des éléments fonctionnels colorés et contrastants que vous allez utiliser, par exemple, pour les portes, pour les couverts, pour la signalétique, pour les pictos, etc. Donc, on va utiliser plutôt des couleurs pastel pour les lieux de repos, la chambre à coucher ou pour l'aire de repos ou les salles de repos. Par exemple, pour les salles Snow-Zélène, on ne va pas utiliser du jaune flashy ou du vert. Voilà. On va utiliser des couleurs pastel adaptées à cet espace de détente et de relaxation. Donc là, c'est juste pour vous donner un exemple. On va donner une couleur flashy, fonctionnelle, contrastée pour déterminer où est notre chambre à coucher. Mais par contre, à l'intérieur de cette chambre à coucher, on va utiliser plutôt des couleurs pastel, des couleurs apaisantes, psychologiquement calmes, pour pouvoir permettre à la personne de se détendre et de se relaxer. Par contre, ce qui est déconseillé aussi, c'est tout ce qui est surface reluisante. Ça peut les perturber. Donc, on va utiliser plutôt des matériaux très mat. On peut même utiliser, d'ailleurs c'est fait dans certaines structures médico-sociales, dans certains EHPAD, on peut utiliser les couleurs. Par exemple, dans le marquage au sol, il y avait des EHPAD qui souffraient des personnes un petit peu qui fuguaient ou qui sortaient de façon inopinée, comme ils le disent. Et donc, ils ont opté pour le marquage au sol. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont délimité devant les sorties, devant les portes, ils ont mis de larges bandes noires, ce qui est représenté un petit peu pour les personnes qui déambulent, des obstacles infranchissables comme des trous profonds, et ça a permis de réduire les fugues de ces personnes-là. Donc, les couleurs, nous pouvons les utiliser pour différents objectifs. Donc, entre autres, la signification sémantique, l'apaisement et la relaxation, et aussi pour éviter, par exemple, les fugues inopinées. Alors, outils visuels et troubles psychocomportementaux. Alors, l'album photo, pour moi, c'est l'allié de tous les jours pour les troubles psychocomportementaux. Donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser l'album photo si vous avez un trouble psychocomportemental. Ça peut être de l'agitation, de l'agressivité, de la déambulation. On peut utiliser cet album photo comme activité flash. Donc, activité flash, c'est quoi? C'est une activité qui va permettre d'apaiser le trouble du comportement entre 5 et 15 minutes. Donc, en fait, vous avez un trouble psychocomportemental, hop, vous sortez votre arme magique qui est l'album photo et ça va permettre d'asseoir, si vous avez de la déambulation, d'asseoir la personne, de l'apaiser parce que ce sont des photos qui lui parlent, c'est un objet qui lui parle, qui l'apaise et qui va lui permettre de se calmer. Donc, par contre, ce que je vous conseille aussi, c'est que si cet album photo est source de trop d'émotions négatives ou de tristesse pour la personne âgée, il faut éviter de l'utiliser parce que ça aura tendance à aggraver un petit peu ce trouble psychocomportemental. Entre autres, d'apaiser les troubles psychocomportementaux, c'est un moyen aussi de communiquer. Alors, si la personne a maintenu une verbalisation, une oralisation, ça va permettre un petit peu de communiquer, de parler
d'échanger. D'ailleurs, c'est un outil, c'est un objet qu'on utilise beaucoup dans les ateliers réminiscence, donc dans les ateliers autobiographiques. Mais ça peut aussi passer, vous savez, par un regard, un sourire, une émotion. Donc, au-delà d'une activité flash pour apaiser un trouble psychocomportemental, les albums photos peuvent être aussi utilisés comme outil de communication pour rétablir la communication avec une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Nous avons aussi les albums personnalisés. Donc, les albums personnalisés, ce sont des albums que vous allez créer pour la personne âgée. Vous allez vous baser sur l'histoire de vie, vous allez vous baser sur les métiers, les hobbies, ce qu'elle faisait avant pendant son temps libre, etc. Donc, ça peut être l'art, ça peut être la couture, ça peut être les animaux, ça peut être la moto. Là, par exemple, on avait une dame qui était amie des chats. Donc, en fait, à chaque fois qu'elle avait un trouble du comportement, ce qu'on faisait, c'est qu'on l'apaisait avec des histoires de chats. Mais bon, au bout d'un certain moment, ça ne marchait pas très bien. Donc, on a pris des feuilles A4, une imprimante, on a pris des photos de chats qu'on a collées sur nos feuilles A4, on a agrafé les feuilles, on a rajouté un tissu effet fourrure, et à chaque fois que la personne âgée faisait de ce trouble du comportement, hop, on tirait notre arme magique et ça lui permettait de s'apaiser et de calmer son trouble du comportement. Pareillement, on avait un monsieur qui était fan de Harley Davidson, et voilà, on lui a fait son petit album d'Harley Davidson. Par contre, veillez à ne pas laisser cet outil à disposition. Il est très important que ce soit votre arme magique, votre arme secrète pour apaiser le trouble du comportement. Donc, si vous avez fait une bonne histoire de vie, si vous avez creusé dans la vie de la personne, vous allez réussir à trouver la bonne astuce. D'ailleurs, c'est un outil qu'on utilise beaucoup en UCC. L'UCC, c'est l'unité cognitivo-comportementale pour les patients qui souffrent de maladies neurodégénératives. Et ça permet vraiment d'apaiser les troubles du comportement, même pour les formes très sévères. Donc, en conclusion, pour bien utiliser un outil visuel, il faut d'abord en déterminer l'objectif. Qu'est-ce que je veux faire de cet outil? Pourquoi je vais mettre en place un outil visuel? N'oubliez pas d'introduire une seule information à la fois. Le choix du support est primordial, le bon support, la bonne taille, la bonne image. Il faut qu'elle soit claire, précise et représentative. Choisir le bon emplacement de votre visuel. Optez pour des couleurs et des contrastes fonctionnels pour des actions déterminées. Utilisez les supports visuels au quotidien parce que si vous les utilisez une fois de temps en temps, votre encodage ne va pas durer ni à moyen terme, encore moins à long terme. Et pensez aux outils visuels pour apaiser les troubles psychocomportementaux. Concept très important, et d'ailleurs je finirai avec ça, il faut prendre le temps de mettre en place ce genre d'outils ou ce genre de méthode pour que ça soit mis en place de façon sûre et progressive. Ça prend du temps au départ, mais une fois que c'est mis en place, vous êtes tranquille. En tous les cas, pour l'information pour laquelle vous avez travaillé si durement. Et je vous remercie de votre attention. Kadra, j'ai deux questions pour vous. Première question, est-ce que de vraies photos des lieux peuvent aider à la reconnaissance? Alors, tout dépendra de ce que vous voulez faire de cette photo. En fait, si c'est pour la réorientation spatiale, par exemple à domicile ou dans une structure médico-sociale, l'idéal, c'est de délimiter chaque surface par soit un picto, par exemple, on va mettre en grand salle de bain ou la photo, ou mettre, par exemple, des couleurs contrastées pour délimiter les surfaces. Mais une photo générale d'un emplacement, je ne pense pas que ce soit vraiment pertinent. On peut mettre, par exemple, si on veut montrer la salle de bain, on peut mettre la photo de la salle de bain sur un support contrasté, effectivement. Mais il faudra que ce soit des petits lieux et pas un lieu d'ensemble. Ce n'est pas un domicile, ce n'est pas un parcours en entier. Ça sera vraiment une surface bien particulière. Si
c'est les toilettes, si c'est la salle de bain. Autre question de Willy, est-ce que les méthodes de type nudge ont des points communs ou c'est complètement différent? En fait, il se base un petit peu sur les mêmes procédures d'intégration, mais ce n'est pas les mêmes pratiques. C'est-à-dire on va toujours se baser sur la mémoire procédurale, donc tout ce qui est l'acquisition de compétences et de savoir-faire, mais voilà. Enfin, par exemple, la récupération espacée va se baser sur l'apprentissage sans erreur et l'autre, ce sera plutôt sur l'estompage. Une autre question, quels sont les critères d'inclusion à la récupération espacée? Alors, il n'y a pas vraiment de critères d'inclusion à la récupération espacée, puisqu'en fait, elle est pour les patients qui ont la maladie d'Alzheimer. Alors, ce qui va changer quand vous allez faire, c'est la personne qui est en face de vous, ses capacités préservées, elle en est où dans son déficit cognitif. Vous allez voir, si vous allez chercher un petit peu, vous allez voir que les patients ont été inclus dans la récupération espacée avec des MMS très bas, des 11-12 de MMS, et qui ont permis aussi de bénéficier de cette méthode-là. En fait, l'essentiel pour la récupération espacée, c'est de maintenir des séances assez rapprochées. Comme je vous l'ai dit, l'idéal, c'est 2 par semaine et le faire toutes les semaines jusqu'à encodage de cette information. Alors, autre question sur les éphémérides. Est-il judicieux de mettre l'année? Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais normalement, sur l'image où je vous ai mis, je n'ai pas mis l'année. Alors, pourquoi? Parce que ça va les perturber et ils ne vont pas forcément se reconnaître dans cette année. Puisque plus la maladie évoluera, vous savez qu'on va perdre la mémoire immédiate. Donc, pour eux, progressivement, ils vont rajeunir dans leur tête. Donc, ce qui va se passer, c'est que si vous mettez l'année, ça va plus les perturber qu'autre chose. Donc, on ne met pas l'année, on met le jour, le mercredi, on met la date, on met le 9 et on met... Par exemple, aujourd'hui, on est le vendredi 5 mars. Voilà, on met la météo, on met la saisonnalité, ça c'est tout à fait judicieux. Mais l'année, ça peut les perturber. Ils ne vont pas comprendre comment ça se fait qu'on soit en 2021, alors que eux, dans leur développement, dans l'évolution de leur maladie, ils en sont à 1980, par exemple. Enfin, je dis un exemple. Alors, j'ai 2 questions sur les bandes noires au sol. Une sur ne peuvent-elles pas envoyer des doubles messages vu que le soignant passe par cette même porte pour sortir avec le résident? Et une autre, autour des bandes noires toujours, est-ce que ça n'entraînerait pas un risque de chute supplémentaire si la personne essaye d'enjamber ou de sauter l'obstacle? Alors, pour l'exemple des bandes noires, c'est certains EHPAD qui ont mis en place ce genre de bandes. Alors, ils les ont mis essentiellement aux sorties de secours. Donc, en fait, ça n'enverra pas le message un petit peu contradictoire de je sors avec mon soignant par là, il ne m'arrive rien. Donc, si je sors tout seul aussi, il ne m'arrivera rien. Donc, c'était essentiellement pour, comme je vous ai dit, hein, les résidents ou les personnes fugueuses. Donc, on les mettait essentiellement dans les sorties de secours ou les autres sorties par lesquelles ils pouvaient s'échapper. Pour la deuxième question, rappelle-moi s'il te plaît. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'ils essayent de sauter ou d'enjamber la bande noire au risque de se casser la figure, en gros? Bah, de toutes les manières, le risque de chute chez la personne âgée est toujours là. Alors, si la porte est fermée, ils essayent d'enjamber, là, ça va être plus douloureux qu'autre chose. Après, ah oui, c'est sur une porte fermée. Oui, c'est une porte fermée. Alors, je pense que là, ça fera plus mal sans provoquer de chute. Il risque pas de faire du saut d'obstacle. Voilà, il va se faire un joli hématome. Mais par contre, l'usage et l'utilisation de la bande noire est laissé, si vous voulez, à la décision de la structure. Est-ce que j'ai des personnes qui fuguent? Oui, non. Est-ce que ça serait utile de les mettre en place et voir ce que ça donne? Oui, non. En fait, pour toute méthode ou tout concept, il faudrait l'adapter aux personnes visées. Voilà.
Alors, une autre question sur votre avis sur la poupée d'empathie dans la diminution des troubles psychocomportementaux. Moi, je suis pour à 100%. Pour la poupée d'empathie. Alors, c'est plutôt tactile, c'est pour ça que je n'ai pas utilisé, je n'ai pas cité cette méthode-là lors de cette présentation. Mais moi, je suis tout à fait pour. En fait, dans les structures ou même à la maison, on a souvent des personnes récalcitrantes à l'utilisation de cet outil, de cette poupée d'empathie, parce qu'ils ont l'impression d'infantiliser un peu la personne âgée. Mais comme je vous l'ai dit, il faut suivre l'évolution de la maladie. C'est-à-dire que c'est une maladie qui fait machine arrière. Donc, plus elle évoluera et plus la mémoire de la personne va s'effacer. Et comme je vous l'ai dit, il faut se dire qu'en fait, dans sa tête, elle est en train de rajeunir. Et du coup, les personnes qui sont, par exemple, à une période où ils ont materné, où ils ont eu des enfants ou des bébés, ou même certaines personnes qui évoluent l'évolution est beaucoup plus importante, où ils reviennent un petit peu à leur enfance, ça peut vraiment calmer des troubles du comportement. Donc, moi, je suis tout à fait pour l'usage des poupées d'empathie. Je suis même pour aller plus loin, pour l'usage et l'utilisation des doudous et des poupées pour les personnes âgées. Allez, une dernière sans question. Être dans l'infantilisation. Allez, une dernière question. Une dernière question, alors qui, a priori, c'est un sujet très pratique. Pensez-vous qu'une horloge nictémérale pourrait diminuer un comportement répétitif d'une de nos bénéficiaires âgées? Elle sort de chez elle le soir et sonne chez les voisins, appelle la police pour dire qu'on lui a volé son argent. Elle n'a jamais eu de diagnostic Alzheimer, mais elle a une déficience cognitive avérée, mnésique très importante. Voilà, donc l'horloge nictémérale pour diminuer des comportements où elle sort le soir pour aller sonner chez les voisins. Alors, il y a 2 choses à faire chez cette dame. Je dirais même il y a 3 choses à faire. Mettre un diagnostic, parce que troubles et déficits cognitifs, c'est facile, mais il faudrait en déterminer la cause. Est-ce que c'est une maladie d'Alzheimer? Est-ce que c'est lié à un trouble vasculaire? Déjà, pour qu'elle puisse vraiment bénéficier d'une prise en charge adaptée. De 2, oui, les horloges nictémérales peuvent aider cette dame un petit peu à voir qu'elle est en période... c'est la nuit, il ne faut pas sortir, il ne faut pas aller sonner chez les voisins. Et de 3, peut-être même utiliser la récupération espacée pour lui rappeler, donc une information, comme je vous ai dit, à la fois, où est-ce qu'est son argent, où est-ce qu'est son portefeuille, où est-ce qu'elle l'a mis. Comme ça, elle n'aura plus un peu ce délire, parce que moi, ça me fait plus penser à tout ce qui est délire de persécution, c'est plutôt une démence à corps de Lévy. Mais en fait, voilà, où est son argent? Donc, chez cette dame, il y a 3 choses. Déjà, un diagnostic, voire un gériatre ou un neurologue. Deuxièmement, mettre en place les horloges nictémérales et travailler avec elle sur ces horloges. Donc, l'idée, ce n'est pas juste de les mettre et de lui dire, voilà, vous avez ça. Elle ne va pas comprendre. Donc, travailler sur les horloges nictémérales. Et troisième chose, lui rappeler, soit vous mettez une signalétique, soit un picto, soit de la récupération espacée, pour lui dire où est son argent. Bien. Eh bien, on va s'arrêter là. Je vous ai lancé un petit sondage pour que vous puissiez qualifier ce webinaire. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre site internet et notamment une formation que Cadra propose sur les outils d'autonomisation de la personne âgée. Et je vous remercie tous d'avoir été présents et peut-être à une prochaine fois. Merci à tous et peut-être à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir à tous.